Les attentats du 13 novembre rentrent dans le cadre d'un complot contre l'humanité qui vise à amener la nation française à un chaos qui est celui de la guerre civile de religion, le choc frontal entre la religion musulmane et le monde occidental chrétien. Voilà. La seule différence qu'il y a à noter, c'est le fait que pour la première fois, c'est bien la population, de façon totalement aveugle, qui a été visée. Bon, pas tout à fait aveugle, puisque je l'ai expliqué dans la petite vidéo que j'ai faite pour réagir à ce drame, c'est qu'il y a tout de même une connotation satanique, c'est-à-dire qu'il y a un message, il y a eu un sacrifice qui a été fait au nom de Satan. Les jeunes gens, je pense que c'était essentiellement des jeunes gens qui ont été massacrés. Le gros de l'attaque s'est passé au Bataclan, au moment où il y avait donc ce groupe de rock qui se fait appeler les aigles de la mort de métal ou du métal de la mort, qui entamait, qui présentait d'ailleurs, il n'avait pas encore entamé, une chanson résolument satanique dont les textes qui tournent en boucle, les phrases qui tournent en boucle sont qui aime Satan, je chante Satan, j'embrasse Satan, en fait, plus précisément, je roule une pelle à Satan, etc. Et donc c'est au moment où le chanteur, le leader du groupe Jesse Hughes, présentait le tube, la chanson, en disant maintenant je vais à la rencontre de Satan, il a dit précisément ça, je viens à la rencontre du diable, de Satan, et voici sa chanson. Et le carnage a commencé à ce moment-là. Bon, pour bien repréciser quel est le contexte, quel est le lien avec le satanisme, c'est très très important de comprendre que déjà, pourquoi nous avons cette vision que d'autres n'ont pas, dans notre combat dans la pédocriminalité, dans les enquêtes que nous avons menées sur le sujet de la pédocriminalité. Je fais une petite parenthèse rapide quand même, pour qu'on comprenne bien que je ne suis pas un allumé. On a rencontré la réalité du satanisme. Et on parle plus simplement de viol collectif d'enfants, on parle de rituels sataniques, on parle de viol, de torture, de choses absolument abominables, de mise à mort qui rentrent dans des rituels, au nom de Satan. Donc j'estime que ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre, qui est toujours lié aux manipulations de nos pseudo-élites, et donc lié à ce complot, rentre dans le cadre du rituel satanique et du sacrifice à Satan. Et en même temps, c'est le signe que le jeu de terreur, sur fond donc de cette guerre de religion tant redoutée, tant annoncée, est ouvert. Alors ce que j'entends par le signal, le déclencheur, c'est, je n'ai pas une boule de cristal pour dire quand est-ce que se produira les prochains attentats, ou même si ça ne sera pas plutôt des représailles de franges opposées, antagonistes aux islamistes, aux terroristes islamistes, qui vont donc produire des représailles. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quels seront les prochains événements, je ne sais pas quel sera l'intervalle qu'il y aura entre les prochains dominos qui vont tomber à la suite du premier qui s'est abattu, puisque l'image que je fais, la métaphore, c'est une chaîne de dominos, et je dis que le premier est tombé, c'est ça que j'entends par déclencheur. Donc peut-être que ça va se produire dans quelques jours, peut-être pas du tout, peut-être simplement au moment des fêtes de Noël, parce que, à mon avis, il y a un risque très certain, puisqu'en termes de symbolique, Noël est une fête chrétienne, il y aura beaucoup de gens dans les rues qui auront tout fait pour oublier, pour se replonger la tête dans le trou, et qui seront donc de fait des cibles idéales pour un nouveau sacrifice à Satan. C'est-à-dire que moi, je ne suis absolument pas dupe quant à cette histoire de terroristes islamistes qui sont venus se faire sauter, qui ont mitraillé des gens. C'est de la mise en scène. Ces terroristes islamistes seraient venus de Belgique. Pourquoi de Belgique? Pourquoi de Belgique et avec une logistique qu'ils auraient trouvée en Belgique, dont des armes? Qu'est-ce qu'il y a en Belgique? J'étais en train de le dire tout à l'heure, en Belgique, il y a le poste avancé des États-Unis avec le réseau Gladio, c'est-à-dire le réseau secret de l'OTAN, qui organise tous les coups tordus depuis des décennies en Europe. Quand je parle de coups tordus, donc
essentiellement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique, le réseau Gladio organise des coups tordus de type false flag, c'est-à-dire sous faux drapeau, des opérations sous faux drapeau. Et d'après moi, ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre dernier rentre dans ce cadre, et le fait que ces individus proviendraient de Belgique s'explique par le fait qu'en Belgique, s'ils ont toute la logistique, s'ils sont tranquilles pour s'organiser, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés et actionnés par le réseau Gladio, qui est une véritable menace et qui donc est ce qui explique les coups tordus qui créent, défont la configuration géostratégique en fonction des desiderata des maîtres du monde. Alors maintenant, une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris la connotation, le lien avec le satanisme, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, très probablement, ce que je redoute très fort, c'était le moment, le déclenchement d'une guerre civile de religion, donc d'événements qui vont aller en s'aggravant et crescendo. Ça m'amène à faire un autre parallèle pour que tout le monde comprenne très bien la situation. Disons que la France est un navire, un paquebot, avec des millions de passagers à bord, et que dans les soutes de ce paquebot sont entassés des tonnages de C4, d'explosifs, qu'aux commandes de ce paquebot, il y a une équipe de traîtres, donc un équipage de traîtres, qui non seulement ont les commandes du paquebot dans une main, mais dans l'autre ont le détonateur censé actionner les tonnages d'explosifs sur lesquels sont assis les millions de passagers. Voilà ce qu'est la France. Et cette configuration a été fabriquée depuis les 40 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucun dysfonctionnement politique depuis la guerre d'Algérie. Là encore, derrière cet événement, cet épisode absolument atroce, il y a la marque du réseau Gladio. La guerre d'Algérie, c'est le début de tout. Après, nous avons eu, après Giscard, nous avons eu les années Mitterrand. Bon, Giscard, ce qu'il faut dire, c'est les 30 Glorieuses. C'est la fin des 30 Glorieuses au moment où il a supprimé l'indépendance monétaire de la France en 1973, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi le début de l'immigration pour le patronat. On a exploité les immigrés venus du Maghreb et d'Afrique du Nord, suivi des années Mitterrand, les années libertaires, le socialisme, qui a intrigué pour contraindre les Français de souche à subir une invasion. Appelons un chat un chat. Et quand je dis appelons un chat, la France a subi une invasion ces 40 dernières années en provenance des pays du Maghreb. Attention, ça ne veut surtout pas dire que je vise les populations du Maghreb. Ce que je vise, évidemment, c'est ceux qui ont organisé ces manipulations et qui ont fait en sorte que les Français de souche se sentent colonisés. De fait, il y a eu quand même une colonie, et qu'ils aient décuplé entre eux un sentiment de frustration. Donc haine, frustration sont les moteurs de cette poudrière, avant toute chose. Ce sont des énergies qui ont été insufflées dans le cœur des Français de souche, aussi bien que dans le cœur des immigrés et des populations issues d'immigration par la suite. Pendant ces 40 dernières années jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cessé, en fin de compte, de manipuler les collectivités pour les monter les unes contre les autres, toujours avec le raisonnement binaire. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre une politique mesurée d'immigration, on dit « la France est une terre d'asile, tendons la main vers quelques populations en difficulté, très bien ». Non, ça doit être extrême, c'est-à-dire qu'on doit subir une immigration absolument sauvage. Au lieu de dire aux personnes qui viennent trouver asile sur le sol national « très bien, écoutez, installez-vous, on va vous aider dans la mesure du possible et on va vous demander de faire ce qu'il faut pour devenir français, de respecter nos us et coutumes et notre pays, de l'aimer, puisque vous voulez vous y installer ». C'est tout le contraire. C'est importer toute votre manière de faire, manquez-nous de respect, haïssez-nous, crachez-nous au visage, faites ce que vous voulez. Donc c'est comme si en parlant à des collectivités, au lieu de les éduquer, vous les montez à la haine, vous leur apprenez comment faire pour être le plus mal élevé possible, pour être violent, etc. C'est ce qu'a fait la succession de chefs d'État jusqu'à aujourd'hui. En clair. Bien. Alors ça,
il faut bien comprendre, j'insiste sur le fait de ne pas tomber dans le piège du raisonnement binaire. Ça ne veut absolument pas dire que ce que je constate, puisque ce sont des constats, m'amène à la conclusion que l'ennemi, c'est le danger ou la menace, c'est les populations immigrées ou issues de l'immigration, avec les mosquées, avec les banlieues, etc. Ça, ce sont des clichés. En réalité, à l'heure actuelle, tant bien que mal, il y a des populations qui essaient de cohabiter. C'est un autre constat à faire aujourd'hui, au présent. Peu importe les tenants et les aboutissants de cette réalité d'aujourd'hui, et que insérés au milieu de ces populations, et je pense en particulier de celles qui effectivement sont parquées dans les cités, il y a des éléments censés mettre le feu aux poudres. Et le feu aux poudres, maintenant, pour parler de la poudre sur un plan plus pratique, ce sont des tonnages d'armes de guerre qui se sont entassés dans les sous-sols des cités depuis au moins ces 20-30 dernières années, et pour lesquels l'État a toujours interdit qu'il y ait des actions de police. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais moi jeune gendarme, c'est une affaire qui remonte à 25 ans en arrière. À l'époque où j'étais jeune gendarme, déjà, donc ça remonte au début des années 90, les officiers supérieurs, les commandants de GOMO, de groupement opérationnel de maintien de l'ordre, estimaient que la France était, je cite, dans un état permanent de guerre civile à peine contenu. Début des années 90. En 2000, il y a un rapport des renseignements généraux qui a été rendu par un commissaire, une femme du nom de Bui Trong. Ce rapport qui a été rendu qui a été rendu par cette femme, a été commandé par l'État, non pas pour qu'il soit rendu public, évidemment, mais pour que les imposteurs de l'époque, les traîtres à la nation de l'époque, puissent évaluer certainement l'état de l'avancée du complot, qui est d'amener la France à un chaos, à ce chaos que je dénonce. Et que nous dit ce rapport des renseignements généraux? Il nous dit que en 2000, les conclusions les plus graves de ce rapport, que, eh bien, en termes d'armement, les cités ont la capacité d'armer 3 millions d'insurgés. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente aujourd'hui, 15 ans plus tard. Parce que depuis, il y a eu la guerre des Balkans, c'est-à-dire que les premières cargaisons d'armes qui sont arrivées en France, qui ont pu aller tranquillement s'installer avec des cantines pleines dans les sous-sols des cités, provenaient de la chute du mur de Berlin, donc des pays de l'Est. Après, il y a eu la guerre des Balkans, il y a eu d'autres théâtres d'opération, d'autres guerres déclenchées toujours par l'OTAN et le réseau Gladio et la CIA, qui ont toujours permis, après, avec cette grande ouverture des frontières, qu'on alimente la France en divers mafias diverses, mais aussi en armement clandestin, en armement de guerre. Et quand je parle d'armement de guerre, et quand les renseignements généraux de l'époque parlent d'armement, on ne parle pas de fusil de chasse ou de fusil à pompe, attention, nous parlons de fusils d'assaut russes AK-47 en 7,62 Tokarev, de tonnage de munitions qui vont avec, de RPG-7, RPG-9, c'est-à-dire des lance-roquettes anti-chars russes. C'est de l'armement extrêmement offensif avec des grenades à main russes, enfin toute la panoplie. Ça, ce type d'équipement, ce type d'armes de guerre, donc, depuis des dizaines d'années, s'entasse dans les banlieues, et cela dénote un sens de l'organisation extrêmement inquiétant, parce que c'est très très rare qu'il y ait eu ces armes qui sortent de ces cités pour commettre des crimes. Très rare. Et j'attire l'attention des gens qui m'écoutent là-dessus. Ça dénote vraiment d'un sens de l'organisation très alarmant. Ça veut dire qu'il y a vraiment une espèce de discipline. Il y a des bandes qu'on dit des petites bandes, mais ces bandes sont, à mon avis, parfaitement organisées. Et il y a donc certainement une dangerosité réelle qui n'est pas à prendre à la légère. De même que ce qui se passe dans certaines mosquées, avec des appels au djihad, avec des appels à la haine, avec des appels à la charia, etc. C'est une réalité. Alors j'en reviens encore, je suis obligé de le faire à chaque fois, à cette mise en garde du raisonnement binaire. Ça ne veut surtout pas dire que la cible, ce sont les cités, ce sont les mosquées. C'est une réalité par-dessus laquelle, bon gré mal gré, des populations qui sont montées les unes contre les autres, essayent tout de même de vivre. Donc, cette configuration est extrêmement confuse.
Elle est extrêmement confuse et ça risque d'éclater à tout moment, ça risque de péter à tout moment. Et je pense que maintenant le seuil a été, le point de non-retour a été passé, donc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire.